Il y a vraiment encore des gens qui prennent du plaisir en allant voir les tuches. Je sais pas comment vous faites. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi, jour de sortie cinéma pour une nouvelle multicritique. Et c'est déjà la 3e vidéo de la sorte depuis le début d'année. Je vous ai pas menti, il y a beaucoup de choses qui sortent en ce début d'année 2025. Et d'ailleurs, des choses aussi qui datent de 2024. Parce que oui, ce format va me permettre de revenir parfois sur des jeux vidéo que j'ai fait un petit peu en retard. C'est le cas ici avec Astrobot. Est-ce que ce sera mon coup de cœur de la sélection? On en parlera en fin de vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas les tuches 5 God Save the Tuche, on en parle tout de suite. Les arts de la table. Commençons par les couverts. On utilise d'abord ceux qui sont le plus à l'extérieur. À l'extérieur de l'assiette, pas de la maison. Ah ouais, je me disais aussi, tu vas manger ton décès quand ta cuillère est dans le jardin. Ouh là 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 là. Alors, les tuches, 5e volet. Bon, on va pas faire comme si j'en attendais grand chose, mais oui, c'est une catastrophe. J'ai vu le film en avant-première dimanche dernier, et qu'est-ce que c'était gênant. Alors d'ailleurs ici, c'est Jean-Paul Rouve qui réalise aussi le long-métrage. Les tuches, bon, en règle générale, ça a pas forcément bonne presse, mais ça cartonne quand même en salle avec des opus. Alors le second, il a fait 4,5 millions d'entrées, et le troisième, il a même dépassé les 6 millions. Enfin voilà, ça marche très bien. Le 4e opus, par contre, ça a moitié moins bien marché que le troisième, donc oui, on sent qu'on a passé l'apogée populaire de la saga, mais on essaye quand même de tirer sur la corde en nous proposant ce 5e film, qui sera peut-être le dernier. Voilà, je sais pas ce que ça va donner en termes de box-office, mais si ça marche là aussi moins bien que le 4e, ce qui peut être quand même assez prévisible, voilà, je sais pas si on donnera encore une suite aux tuches au cinéma avec un 6e opus. On le disait, mais oui, ce n'est plus Olivier Barou à la réalisation, et puis la particularité de ce nouveau film, c'est que cette fois-ci, les tuches sont à Londres. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui sortent, qui se déroulent à Londres dernièrement, je sais pas, on a eu Sonic 3, on a eu Craven, on a Paddington, dont on va parler dans cette vidéo, et là aussi les tuches. Et du coup, vous l'avez compris, je l'ai déjà dit, mais oui, c'est une catastrophe. Pour le coup, je vais même vous dire, c'est le genre de film qui peut un petit peu nous faire comprendre en quoi un petit truc en plus, et c'était pas mal en termes de comédie française. Un petit truc en plus, ça a été un giga succès en 2024. Plus de 10 millions d'entrées, c'est toujours un mystère. Comment ce film a pu atteindre les plus de 10 millions d'entrées, c'est quand même une sacrée performance qui était vraiment inattendue. Sur le papier, quand on met ces deux projets l'un à côté de l'autre, qui sont des projets qui sont là pour toucher un public familial, on sent qu'il y en a quand même clairement un qui est là pour se moquer de nous, et un qui est fait avec un petit peu de cœur et un minimum de talent. Enfin, voilà, il y a un petit quelque chose en plus, c'est le cas de le dire. Là, waouh, on enchaîne les gags plus malaisants les uns que les autres. Je le disais, j'ai vu le film en avant-première, et généralement, en avant-première, t'as un public qui est là, généralement un public de fans, des gens qui peuvent être assez réceptifs à ce style d'humour, notamment, si je parle des tuches. Ça n'a pas forcément ultra rigolé dans ma salle. Et c'était vraiment à la limite du supportable, c'était horrible, je sais pas du tout où est-ce qu'on peut classer celui-ci parmi les autres, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il sera en fond de classement. C'est gras, c'est lourd, c'est répétitif, tous les personnages sont gênants. Pierre Lotin qui joue Wilfried, lui à chaque réplique, t'espères que tu l'entendras plus jamais parce qu'à chaque fois c'est insupportable. Et c'était super angoissant, pareil pour Stéphanie, Jeff Tuche. Pareil pour le coup, je l'ai pas forcément trouvé très drôle à suivre ici, et puis tout ce qui est décor londonien, le côté british, on se moque un petit peu de tout le monde et de ce décalage entre les Anglais et les Français, les traditions anglaises et les traditions françaises qui sont différentes. Mais bon, on n'en fait pas non plus grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à dire ici pour le coup, c'est mal écrit, c'est pas drôle, c'est grossier aussi artistiquement, on n'arrête pas de te rebalancer des remixes de musique d'Harry Potter par exemple. Voilà, on sent qu'on aimait bien Harry Potter, entre les musiques, entre les blagues sur la baguette magique, entre Voldemort, c'est une parodie Harry Potter. C'est le degré 0 de la comédie française, il n'y a absolument rien à sauver, je vois pas du tout pourquoi je pourrais vous conseiller d'aller voir ça n'a aucun intérêt. Et on va parler désormais de quelque chose d'un peu plus intéressant au niveau du cinéma français, on va parler de Jouer avec le feu. C'est ta mère te voyait, je te jure. T'as dit quoi? J'ai dit c'est ta mère te voyait. Tu dis pas, d'accord? Tu répètes plus jamais ça de ta vie. T'entends? T'entends? Arrête. Bon, ça encore une fois, c'est encore un projet qui te donne pas forcément envie de faire des gosses. De quoi ça parle? Ça parle de Pierre qui élève seul ses 2 fils. On a d'un côté Louis le cadet qui réussit ses études et avance normalement dans la vie, et Fous, l'aîné qui part à la dérive et qui va être de plus en plus fasciné par la violence et par l'extrême droite, ce qui va à l'encontre des idées politiques de son père. Alors, c'est pas un film extraordinaire non plus, mais c'est quand même un moment de cinéma qui m'a pris, qui m'a questionné, qui m'a marqué durant ce mois de janvier. Et ça parle bien entendu de la relation père-fils, de la relation parent-enfant, et de comment, en tant que parent, on réagirait si notre fils, notre fille, devenait quelqu'un de totalement différent de nous. Personnellement, c'est vrai que c'est un sujet qui peut avoir tendance à me terrifier, parce que c'est vrai que lorsque tu fais des enfants,
t'as envie qu'ils te ressemblent. Du moins, voilà, même s'ils ont pas les mêmes hobbies que toi, t'as pas forcément envie de voir ton fils devenir un énorme facho. T'as pas envie de voir ton enfant devenir quelqu'un de violent, t'as pas envie de le voir ne rien faire de sa vie, et c'est terrifiant parce que c'est pas un truc qui est manipulable. J'ai toujours eu tendance à penser que les fréquentations de l'adolescent, de l'enfant, allaient avoir plus d'incidence sur la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent que l'éducation des parents. Et c'est le cas ici, et c'est horrible. Ça te donne mais tellement pas envie de gâcher ton temps à éduquer quelqu'un, à faire un enfant, à l'éduquer pour que ça finisse comme ça, enfin non. C'est vrai que c'est assez infernal et ça nous amène forcément à cette question, est-ce qu'on peut continuer d'aimer son enfant s'il devient un énorme facho? À mon sens, la réponse est assez claire, et du coup oui, cette histoire, j'ai aimé la suivre, elle m'a prise, elle m'a touché, j'ai aimé suivre cette narration où l'on suit ces trois personnages qui évoluent, mine de rien, chacun de leur côté, mais chacune des évolutions va impacter les autres membres du trio. On a tendance quand même à s'identifier plus au rôle du père. Vincent Ladon est très très bon, comme souvent, il est très touchant, il est déchirant, il est dépassé par cette situation. A noter aussi la très belle performance des deux acteurs qui jouent les enfants, Benjamin Voisin et Stéphane Crépon, qui font le taf, qui sont très bien, et je trouve aussi qu'il y a une très belle alchimie entre les deux acteurs, même si c'est vrai qu'il y a pas mal de moments où j'avais un peu de mal à comprendre comment le gosse qui tourne bien laissait autant son frère basculer du côté obscur. Je sais pas, c'est un peu bizarre, il y a un côté où il ne réagit pas trop pendant un long moment qui est chelou. Il y a aussi toute une représentation du fascisme et de l'extrême droite qui est représentée comme quelque chose de bestial, avec ses corps musclés qui se tapent dessus, des scènes de danse qui sont assez étonnantes, des danses qui paraissent animales, et c'est un film que j'ai trouvé fort, qui était impactant, qui m'a impacté, sans être extraordinaire. Alors oui, ça peut déranger parce que c'est un film qui a bien entendu un réel angle politique, mais c'était quand même plus que pas mal, je vous recommande Jouer avec le feu, et on va passer à la suite, on va parler de Sing Sing. Alors Sing Sing, c'est un long métrage que j'ai été voir en très grande partie pour Colman Domingo, qui est encore une fois nommé aux Oscars. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un acteur que je trouve absolument brillant, c'est un acteur que j'adore. On en parle de plus en plus. Alors, il n'a pas atteint un stade encore où, d'un point de vue popularité, il est super connu. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on le voit, c'est toujours très bon, et c'est pas la première fois qu'on parle de lui aux Oscars. On est plongé ici dans la prison de Sing Sing. On va suivre un Divin qui est incarcéré et qui va se consacrer corps et âme à l'atelier théâtre réservé aux détenus. Et à la surprise générale, l'un des caïds du pénitencier, Divin Hai, se présente à cet atelier théâtre. Et c'est un long métrage, malgré le contexte de prisonnier, le contexte prison. C'est un film qui finalement est assez doux, et c'est une histoire inspirée de faits réels vraiment portés par ces personnages, avec, attention, des vrais prisonniers, ou des anciens vrais prisonniers. Les acteurs, une bonne partie du casting que l'on voit ici, ce sont des anciens prisonniers. On est donc sur des premiers rôles, ils jouent leur rôle, ça donne un côté très vrai, un côté très crédible, réaliste, presque proche du documentaire. C'était un réel moment d'évasion pour ces prisonniers. Et les acteurs étaient plutôt touchants dans cet univers hostile. On a un vrai groupe, une vraie troupe qui se met en place avec beaucoup de second degré. Il y a une des scènes, je pense que c'est une des scènes les plus marquantes, où on a chacun des personnages qui va annoncer quel héros ils vont interpréter, et puis là voilà, on part dans quelque chose, voilà, je vais être Maximus, le gladiateur, etc. Et c'était vraiment très cool à suivre. Colman Domingo est exceptionnel, comme d'habitude, c'est vraiment, comme je le disais, voilà, un acteur qui est sous-coté, qui est pas forcément très connu du grand public. Ça aurait pu d'ailleurs, parce il y avait des rumeurs comme quoi Colman Domingo aurait pu remplacer Jonathan Majors en Kang, parce que Jonathan Majors a été viré du MCU, et du coup on parlait de Colman Domingo pour le remplacer. Là, pour le coup, je pense que oui, en termes de code de popularité, il aurait vraiment explosé, donc c'est dommage. Mais voilà, même si j'aime beaucoup sa performance, est-ce qu'il ira chercher l'Oscar pour le rôle et pour ce film ? Je ne pense pas, encore une fois, cette fois-ci. C'est vrai que j'ai assez hâte de voir The Brutalist et la performance d'Adrien Brody pour voir ce que ça peut donner en termes de concurrence. Donc oui, Sing Sing, c'était très bien. C'est pas un film qui va rester énormément de temps en salle, c'est pas un film qui va cartonner, ça c'est sûr. Mais je vous le recommande, je pense que vous allez passer un bon moment, et j'ai archi hâte de retrouver Colman Domingo dans la saison 3 d'Euphoria. Et on va passer à la suite. Désormais, on va parler de Paddington au Pérou. Je crois que j'en ai encore jamais parlé sur la chaîne, mais oui, j'aime bien Paddington, j'adore ce petit ours qui est ultra mignon. J'aime beaucoup les deux premiers films. Après, c'est vrai que celui-ci, j'avais un petit peu moins d'attente. Alors cette fois-ci, on va s'écarter de Londres pour se retrouver au Pérou. Paddington veut rendre visite à sa tante Lucie, et du coup toute la famille Brown va se retrouver plongée dans un voyage inattendu et plein de mystères à travers la forêt amazonienne,
et jusqu'au sommet des montagnes du Machu Picchu. Donc, oui, c'était prévisible, c'est pas le meilleur des trois, ça reste quand même sympathique, voilà, toujours aussi plaisant à suivre, mais c'est pas le meilleur, c'est même le moins bon. C'est une histoire qui va être assez différente des deux premières, parce qu'ici on est vraiment dans une comédie d'action familiale au Pérou. On a voulu un petit peu renouveler la formule après 2 films, et comment est-ce qu'on a voulu faire ça? En faisant en sorte que Paddington ne soit pas à Londres cette fois-ci, mais au Pérou. Et c'était pas forcément une si bonne idée de faire en sorte que Paddington s'écarte de Londres. Pour moi, oui, il y a quand même un charme en moins. Pour moi, il manque vraiment un petit truc, même si la formule est la même. On a toujours ce Paddington qui est très gaffeur, qui découvre son environnement. Alors oui, quand il débarquait à Londres, il était là pour découvrir Londres, mais là aussi, finalement, lorsqu'il retourne au Pérou, il est là aussi pour découvrir c'est quoi la vie péruvienne, la vie des ours au Pérou. On est toujours devant quelque chose de très familial, de très simple au niveau du scénario, de très prévisible. C'est vrai, on sait très bien que les nouveaux personnages qui débarquent avec des gros sourires comme ça, bah c'est peut-être pas forcément des gens si gentils que ça, même si les bad guys ils sont pas forcément foufous, c'est pas comme Hugh Grant ou Nicole Kidman qui étaient quand même, oui, un petit peu plus marquants. Olivia Colman est plutôt rigolote à suivre. De toute façon, Olivia Colman, tu peux lui donner n'importe quoi, elle sera bien. Il y a eu quand même quelques gros changements d'ailleurs par rapport aux 2 précédents films. Sully Hawkins, qui n'est plus là pour jouer la mère de famille. Alors c'est dommage parce que je l'aimais beaucoup, mais elle est remplacée par Emily Mortimer qui s'en tire, elle aussi pour le coup très très bien. C'est pas la même énergie, mais j'ai trouvé que la performance était bonne. J'ai bien aimé finalement ce nouveau rôle. Mais il y a aussi un changement au niveau de la réalisation. Ce n'est plus Paul King, le réalisateur qui était sur Wonka, qui était pris par Wonka. On a du coup ici un homme qui nous livre son premier long métrage, et en soi ça va, c'est honorable, ça passe. Donc ce Paddington au Pérou, c'est toujours aussi plaisant à suivre, c'est toujours aussi doux, on aime toujours autant suivre ce petit ours bienveillant, attachant. Il y aura certainement un 4ème volet, je pense que pour le 4ème on sera de retour à Londres, donc oui c'est honorable, c'est sans plus pour le coup, pour moi celui-ci, c'est pas un long métrage et un opus que je vais garder en tête, au contraire des 2 autres qui, encore une fois, sont très bons. Donc je vous laisse aller au cinéma pour voir ce que vous en pensez si ça vous intéresse, et on va terminer cette vidéo en parlant cette fois-ci de mon petit coup de cœur de la sélection, et on va parler d'Astro Bot. Alors oui, comme beaucoup de personnes, bien sûr que je me suis éclaté sur Astro Bot. Alors ça date, l'objectif ici c'est pas de faire un test, mais c'est de vous dire ce que j'en ai pensé, parce que je viens tout juste de finir le jeu, et d'ailleurs prochainement on va certainement parler du Indiana Jones qui est sorti sur Xbox, que je n'ai pas encore débuté, mais je pense qu'on en parlera dans un format similaire. Alors oui, Astro Bot, c'était cool, je me suis éclaté, ça a été élu jeu de l'année 2024, maintenant c'est vrai, GOTY 2024, mouais. Alors, pas par rapport à la qualité du jeu, mais ça veut surtout dire que qu'en 2024, il y a quand même eu très très peu de concurrence. Si on avait eu, Astro Bot qui était sorti en 2018, la même année que Red Dead 2, que God of War, que Odyssey, etc., voilà, ça finit même pas top 3. Je crois qu'il y avait aussi Céleste. Enfin oui, bon, ça finit pas top 3. Donc, petite année 2024, c'est vrai, mais quand même très très bon jeu, et c'est cool de voir ce robot qui devient de plus en plus la mascotte de PlayStation. Ça, c'est sûr qu'on est face à un jeu qui va booster encore plus la popularité du robot. Déjà, lorsque la PS5 est arrivée avec Astro's Playroom, voilà, c'était trop cool d'avoir tous ces retours sur la manette, le son, etc., etc. Tout est repris ici, c'est trop bien à ce niveau-là. Il y a une durée de vie qui est assez efficace. C'est pas un jeu qui est très très long, en soi, une dizaine d'heures, vous allez pouvoir le terminer, mais on peut ensuite rejouer les niveaux pour aller chercher les 300 bots que l'on doit retrouver, et le fait que ce soit pas très très long, je trouve que c'est plutôt cool, parce qu'il n'y a pas ce moment où du coup tu sens que tu tournes un petit peu en rond. Et c'est typiquement le genre de jeu qui peut devenir assez redondant, et l'annonce est cool. Constamment, on se renouvelle en fait de manière constante, c'est sans répit, et c'est même assez challengeant parfois. Je vous avoue que moi j'ai pris vraiment du kiff sur les niveaux qui sont bien plus courts, les niveaux Die and Retry, qui, vous savez, les touches de la PlayStation, donc t'as des niveaux carrés, des ronds, des triangles et des croix. Là, pour le coup, personnellement, je me suis éclaté. Les boss étaient aussi assez sympathiques, plutôt marrants, j'ai pris plaisir à découvrir ces planètes, avec ces musiques qui restent quand même en tête. Il y a beaucoup de références et d'hommages à l'univers et aux personnages marquants de ces PlayStation, même si parfois il y a aussi certaines références que j'ai pas forcément percutées, parce que oui, il y en a tellement que tu connais pas tout, et surtout qu'il y a des choses qui remontent vraiment à l'époque de la première PlayStation. Mais voilà, c'était bien, c'était mignon, c'était marrant, blindé d'humour, toujours aussi plaisant à jouer, donc oui, Astro Bot devient de plus en plus la mascotte de PlayStation, c'est mérité. Maintenant j'ai hâte de voir une suite, un nouveau jeu débarquer dans quelques années pour voir comment est-ce qu'on va réussir à renouveler un petit peu le tout, et comment est-ce qu'on va essayer d'aller encore plus loin dans le délire. C'était très bien.
Et c'en est tout du coup pour cette nouvelle multicritique. Je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de The Brutalist, une très grosse attente, le plus gros favori pour les Oscars, du moins l'un des plus gros favoris. J'ai super hâte de voir ce que ça va donner, il y a des avant-premières en France ce dimanche, on en parlera du coup je pense en début de semaine prochaine. J'espère que ce sera très bien, que ce sera pas décevant, ça va durer 3h30, du coup oui, ça a intérêt d'être bien. En attendant, d'ici là, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.